l'intégration donc évidemment dans les sociétés d'accueil, les questions aussi d'épanouissement, d'autonomie, aussi d'un ordre un peu plus légal lié au droit. La protection encore, ça revient un certain nombre de fois. Merci beaucoup, je vois que tout le monde est déjà très inspiré, ça fait plaisir. C'est encourageant pour la suite de ce webinaire. Donc, je vais passer au slide suivant. Donc, je vais rapidement vous présenter l'équipe qui sera avec nous aujourd'hui. Donc, notre collègue Nicolas Cacciutolo, qui est conseiller éducation de base chez Helvetas. On a la chance aussi d'avoir avec nous la chef de projet adjointe du projet EJM Antafal, qui travaille pour Terre des Hommes et qui est basée au Sénégal. Moi-même, Régis, qui est conseiller migration à Helvetas, et notre collègue David, qui s'occupe de toute l'appui technique pour l'organisation de ce webinaire. Merci encore, David, pour cela. Donc, très rapidement, un rapide aperçu de l'agenda. Donc, après l'introduction que nous allons faire, nous allons passer à la première session qui va s'intéresser à comment peut-on mieux comprendre les besoins éducatifs de ces enfants et de ces jeunes en mobilité. Puis, après une petite pause, il y aura la deuxième session où on va s'intéresser aux obstacles et aux pistes de solutions pour favoriser l'accès à l'éducation de ces enfants et jeunes en mobilité. Donc, comme indiqué très modestement en bas de ce slide, on n'est pas là pour présenter des certitudes, mais plutôt pour vous partager des questionnements, des réflexions qu'on a eues au cours de ces derniers mois sur ce sujet qui est encore peu exploré aujourd'hui. On s'excuse par avance si ça va être peut-être un peu frustrant pour vous, mais on espère justement que ce webinaire va permettre aussi de nourrir des réflexions et déclencher peut-être certains questionnements chez chacun d'entre nous. Voilà l'introduction. Donc peut-être quelques mots pour restituer, on va dire, ces réflexions relatives aux questions éducatives. Dans le projet EJM, donc ce projet qui s'appelle le projet Enfants et jeunes sur les routes migratoires en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Nord, on utilisera l'abréviation EJM, donc qui veut dire enfants et jeunes migrants ou enfants et jeunes en mobilité, pour la suite de ce webinaire. Donc la première phase de ce projet a démarré en 2022 dans 5 pays pilotes que vous voyez à l'écran, la Guinée, le Mali, le Maroc, le Niger et la Tunisie. Il vise à rendre plus autonomes les enfants et jeunes en mobilité à travers le renforcement des systèmes nationaux et régionaux de protection, d'éducation et d'insertion socio-économique. D'autres phases de ce projet sont prévues jusqu'en 2032 afin justement de favoriser le changement au sein de ces systèmes. Ce projet est mis en œuvre par un consortium et de nombreux partenaires dont vous retrouverez le nom à l'écran. Peut-être encore une dernière question, on va dire un peu introductive, c'est qu'est-ce qu'on entend par le terme EJM ou par ce groupe cible enfants et jeunes en mobilité. Donc ce projet cible donc les filles et les garçons en mobilité de 0 à 17 ans, accompagnés ou non, ainsi que les jeunes en mobilité de 18 à 24 ans qui se trouvent dans les 5 pays pilotes, sans aucune discrimination. Et ça, c'est important pour comprendre ce groupe cible. C'est une approche large qui est adoptée, qui ne cible pas de catégories spécifiques, en visant potentiellement tout enfant et jeune sur les routes migratoires, peu importe son statut, que ce soit un migrant interne, international ou un migrant de retour. Donc le projet vise en priorité les EJM les plus vulnérables dans une approche Leave No One Behind, ne laisser personne de côté. Et le projet repose avant tout sur le principe que les 2 facteurs de vulnérabilité clés sont la mobilité et l'enfance. C'est pourquoi donc on cible des enfants et des jeunes de 0 à 24 ans et dans une certaine mesure aussi les communautés hautes comme groupe cible dans une logique ne pas nuire. Donc je passe maintenant la parole à mon collègue Nicolas. Bonjour, merci beaucoup Régis. Donc comme Régis m'a présenté tout à l'heure, je travaille depuis le siège d'Helvetas à Berne et je suis conseiller en éducation. Donc je vais essayer de rapidement vous expliquer ce qu'on a essayé de faire pour savoir ce qu'on pouvait faire en termes d'accès à l'éducation, à la formation, à l'insertion pour ces jeunes.
En fait, on s'est rendu compte que d'un point de vue conceptuel, c'est un peu nouveau, dans le sens où on sait s'occuper de ces jeunes, souvent dans les pays plutôt dits d'arrivée, ou là où on essaie de les intégrer. Sur les routes et dans les pays dans lesquels on travaille, c'est un peu plus compliqué, mais on a essayé de s'inspirer de ce qu'on sait déjà bien faire dans le monde de l'éducation, quand on parle d'enfants réfugiés, d'enfants déplacés internes, éventuellement aussi d'enfants en mobilité avec les nomades, puisque dans le Sahel, c'est des communautés avec lesquelles on a eu déjà pas mal l'habitude de travailler. Mais il y a eu un premier défi, ça a été de comprendre en fait qui étaient ces EGM, parce que comme l'a dit Régis, on a une approche assez large, et notamment pour une bonne partie de ces populations qui ne sont ni réfugiés ni déplacés internes, ça passe un peu en dehors de nos radars habituels. Et donc, on ne sait pas forcément qui ils sont, ni comment aller chercher de l'information, ni quel genre d'information il faut aller chercher pour pouvoir après comprendre quelles sont les barrières qui les empêchent d'aller vers les services. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui justement. Donc, on va essayer très rapidement de vous expliquer comment on a fait pour comprendre qui ils sont, mais surtout comment on espère que par la suite, on essaiera d'avoir des meilleures techniques pour mieux comprendre et mieux comprendre aussi leurs besoins en fonction de leur profil éducatif. Après, on a essayé vraiment aussi de voir, quand on sait qu'un jeune, par exemple, est à Agadez, de retour d'Algérie, avec tout ce qu'il a subi et avec un niveau scolaire qui peut être assez faible, où il a quitté l'école depuis très longtemps, quel genre de service on peut lui proposer en fonction de ce qui existe et de qu'est-ce qui empêche ce jeune d'aller dans ce service. Donc, on a essayé de conceptualiser aussi les barrières et donc les mesures appropriées pour répondre à ces barrières. Et c'est ce qu'on va essayer de présenter aujourd'hui, encore une fois, plus en posant des questions, en montrant la petite expérience qu'on a, des pistes pour avancer, mais surtout beaucoup de questions qui restent ouvertes. Juste très rapidement aussi, on est conscient aussi que l'éducation en général peut beaucoup contribuer à des mobilités plus sûres, notamment on commence à essayer de proposer des modules de formation à la mobilité plus sûre et plus informée pour que, avant le départ, si jamais départ il doit y avoir, que ce soit fait de manière éclairée, en sachant pourquoi on part et quels risques on prend et qu'est-ce qu'on doit faire pour que durant la mobilité, ça se passe le mieux possible. Et on a la chance de travailler avec notamment le mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs, avec qui on va discuter tout à l'heure, on travaille déjà beaucoup sur organiser et faire en sorte que les jeunes puissent participer à l'endroit où ils sont, à la vie économique et sociale. Et donc, justement, on essaie de voir comment les jeunes en mobilité peuvent aussi, là où ils sont, participer à cette vie. Donc, très rapidement, on a commencé en 2022, donc on a débroussaillé, on a vu dans les 5 pays ce qu'il était possible de faire. Dans les 5 pays, on est en train maintenant de commencer à travailler avec des partenaires locaux, dont certains, vous aurez la chance de les entendre tout à l'heure, pour faire des pilotes, pour voir, avec le budget qu'on a, de prendre quelques jeunes et enfants en mobilité, justement, essayer de voir comment les emmener à l'école, par exemple en Guinée, en école primaire, dans des centres d'éducation en alternative au Niger ou en formation professionnelle au Mali. Et donc, dans chacun des 5 pays, on essaie de tester quelque chose. Et surtout, on essaie de voir de manière plus générale qu'est-ce qui serait possible de faire si d'autres partenaires euh, étaient intéressés à inclure ces jeunes dans leur programmation. Donc, la première grande question, quand on travaille dans l'éducation, notamment pour moi, je suis assez heureux d'avoir eu la chance de travailler avec tous mes collègues qui sont habitués à travailler avec ces jeunes dans la migration, la protection et les autres services, c'est de comprendre qui sont ces jeunes donc de comprendre quel est leur profil, puisque très souvent, on va le voir, on peut savoir qu'il y a des jeunes en mobilité à tel endroit, mais on ne sait pas s'ils ont quitté l'école, s'ils savent déjà lire et écrire, s'ils peuvent aller déjà directement en formation professionnelle ou autre. Donc avant de laisser ensuite Régis vous expliquer comment d'habitude on collecte ces informations sur les jeunes, je vous propose de vous poser un certain nombre de questions donc on va aller sur un Menti. Donc, vous pouvez scanner le QR code que vous voyez là, où on va mettre voilà, le lien dans le chat. Et donc, je vais vous poser simplement quelques petites questions qui vont permettre d'introduire après le débat, en fait, des questions sur, à votre avis, comment on fait pour savoir qui sont ces jeunes, comment on obtient des informations sur eux et comment on comprend quels sont leurs problèmes.
Donc, je vais laisser David nous emmener sur le Menti. J'espère que vous pouvez y aller aussi. Donc, scannez d'abord le QR code avant qu'on enlève le slide pour pouvoir avoir le Menti nous-mêmes. Donc, je pense qu'on peut maintenant aller sur le Menti. Donc voilà, je vois qu'on a déjà 30, une bonne moitié des participants, un tiers des participants qui sont là. On va laisser encore quelques secondes pour laisser à ceux qui le veulent le temps d'arriver. Je pense on va pouvoir y aller. De toute façon, c'est surtout l'idée pour juste initier la réflexion. Et je pense qu'on peut passer à la première question. Donc, à votre avis, quels sont les avantages des données disponibles sur les migrants quand on les prend dans les enquêtes des recensements nationaux et les enquêtes ménages? Donc, il ne reste plus qu'une dizaine de secondes. Voilà, donc effectivement, c'est une des façons de connaître et de savoir combien sont ces jeunes, quel est leur âge, leur background, c'est d'utiliser ce qu'il y a dans ce type d'enquête. Donc c'est très pratique parce qu'il y a beaucoup d'autres informations qui sont faites avec, qui sont liées et qui nous permettent de mieux connaître ces populations, mais elles ne prennent pas en compte toutes les catégories de migrants, en fait, toutes celles qui passent en dehors du radar des enquêteurs, et, parce qu'ils sont souvent physiquement dans des endroits qui ne sont pas accessibles, ou en tout cas les enquêteurs ne vont pas, et elles sont très coûteuses à produire, c'est pour ça qu'on les fait que peu souvent. Donc c'est des données assez fiables de stock, on sait ce qu'il y a, mais ça ne permet pas d'orienter et de connaître une réalité si mouvante. Donc ça ne suffit pas. Donc après, la question suivante va être de se demander où est-ce qu'on peut avoir des informations plus fiables et plus régulièrement sur ces jeunes migrants. Donc on peut passer à la deuxième question. On voit déjà les résultats, donc félicitations au plus rapide. Donc c'est parti pour la deuxième question. Donc attention là, maintenant il s'agit de voir où est-ce qu'on ne peut pas recueillir des informations fiables sur les migrants. Le contraire de où est-ce qu'on peut en trouver des informations valables. Encore 10 secondes. Voilà, donc effectivement, contrairement à ce que peut penser une certaine partie de l'opinion publique dans certains endroits, le meilleur endroit pour savoir comment ça se passe pour les migrants et l'immigration, c'est pas forcément dans les débats dans les lieux sociaux, même si ça peut être utile. Par contre, ce que font les collègues de la migration, et c'est ce que j'ai appris dans les derniers mois, en fait, beaucoup d'enquêtes sont menées auprès de professionnels en contact avec les jeunes pour savoir qui ils sont, quels sont leurs besoins. De même, il y a des techniques d'enquête qui permettent d'aller dans les endroits où ils sont en transit, donc à l'arrivée des transports en commun ou au départ, ça permet de les identifier, ou au poste frontière aussi. Donc après, Régis vous expliquera très rapidement comment on peut mener ce type d'enquête pour avoir accès à ces jeunes et à ceux qui les accompagnent, et puis leur poser des questions pour mieux les connaître.
Donc après, on va aborder la dernière question qui... je laisse les scores s'afficher. Donc, pas de grand changement sur le classement. Donc la dernière question est juste porte sur, encore une fois, la collecte de données et comment on peut avoir accès à des jeunes qui ne sont pas du tout forcément très visibles et qui peuvent même ne pas avoir tellement envie de répondre à des questions. Allons-y. Normalement, c'est facile. Voilà, donc tout le monde a répondu. Donc effectivement, la technique de la boule de neige, d'après ce que j'ai compris, et c'est aussi parmi les choses que j'ai été ravi d'apprendre dans les mois qui viennent de passer, c'est que comme il n'est pas toujours évident d'identifier ces migrants, si souvent les techniques d'enquête font que quand un enquêteur a accès à des migrants, par exemple, sur un lieu de passage, un poste frontière, il va demander à ces mêmes migrants de les mettre en contact avec ceux qui ont fait le voyage avec lui ou qui partagent le même lieu de vie et autres. Et ça permet donc d'agrandir l'échantillon et donc de toucher plus de personnes que juste en espérant les rencontrer sur place. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. J'espère que, comme moi, vous avez commencé à prendre un peu plus conscience de la difficulté qu'il y a à avoir de la bonne information à leur sujet. Je vais laisser Régis continuer à expliquer comment, dans le monde de la migration, habituellement, on collecte des informations sur ces jeunes et sur ces enfants. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Donc nous allons passer donc à la première session de ce webinaire sur la compréhension des besoins éducatifs des enfants et des jeunes en mobilité. Je vais dresser un rapide état des lieux et on va dire des limites aussi de la connaissance actuelle sur les enfants et jeunes en mobilité avant de donner la parole à deux collègues du MAJT et de l'OIM Mali qui sont avec nous aujourd'hui et qui justement expliqueront les méthodes que eux utilisent pour collecter des données. Donc, l'accès aux données sur la migration de manière générale, en général, se révèle être un vrai défi. Les différences considérables dans la manière dont les gouvernements et leurs partenaires collectent des données font qu'il y a finalement peu de données complètes, fiables et leur qualité est souvent très limitée. Alors, s'il s'agit de rendre compte de la situation des enfants migrants, les lacunes en la matière sont encore plus prononcées. Il y a de multiples raisons à cela. Je vais en citer deux principales. Donc, premièrement, la collecte est principalement effectuée par des États qui utilisent souvent des définitions ou des catégories différentes, des méthodologies et des dimensions aussi de ségrégation différentes. Par exemple, les données aussi de flux et de stock sont souvent confondues, ce qui amène justement à des données incomplètes et finalement d'une fiabilité toute relative. Deuxièmement, et je pense que ce point est particulièrement intéressant concernant le groupe cible du projet EJM, c'est que la migration en général, mais celle des enfants et des jeunes en particulier, est un phénomène peu visible en raison du caractère parfois irrégulier de ces déplacements, mais surtout de la volonté de ces enfants de rester, on va dire, discrets ou cachés, et aussi en raison d'une certaine appréhension vers les organismes officiels, y compris les ONG ou les partenaires techniques et financiers des États. Et donc, les enfants et les jeunes qui se déplacent à l'intérieur des frontières sont particulièrement peu visibles également et difficiles d'accès justement pour les méthodes d'enquête. Donc, tous ces déplacements tendent ainsi à échapper aux statistiques officielles et sont généralement sous-estimés dans les données collectées. Donc, malgré ce manque de données, il y a de nombreux chiffres qui circulent et qui peuvent donner tout de même certaines tendances pour appréhender les problématiques. Ça donne on va dire un certain ordre de grandeur qui est tout de même utile.
On le voit à l'écran, j'ai mis quelques données. Je ne vais pas les commenter toutes, peut-être à l'exception du nombre d'EJM en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Nord-Ouest, donc Maroc, Tunisie. Il y a beaucoup d'estimations larges qui combinent plusieurs données qui indiquent que le groupe cible du projet EJM s'estime à plusieurs millions d'enfants et de jeunes en mobilité, dont une grande majorité font face à une vulnérabilité très élevée. Donc, si ces questions relatives aux données vous intéressent, je vous encourage à consulter le site de IDAC, qui est le International Data Alliance for Children on the Move, qui est vraiment très bien fait, qui est très informatif. Donc, toutes ces données et observations convergent néanmoins vers un constat que les routes migratoires en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord en particulier, sont un système complexe où il existe une grande hétérogénéité des dynamiques migratoires et une forte diversité des profils, avec un large éventail de motivations, de besoins, de risques encourus, etc. À ce propos, je vous invite justement à consulter le webinaire qui a été conduit il y a quelques mois sur ce sujet. Si notre collègue Laïa est parmi nous, elle peut peut-être mettre le lien dans le chat. Donc ensuite, ces données lacunaires nous ont amené, nous, le projet EJM, à réaliser des études préliminaires lors de la phase préparatoire, en se basant principalement sur une méthodologie qualitative avec de la revue documentaire, avec la revue documentaire des données statistiques officielles, mais aussi des entretiens semi-structurés. Et puis, à partir de 2022 et le début de la phase de mise en œuvre, notre partenaire, le Mixed Migration Center, s'est servi de son outil quantitatif qui s'appelle le 4MI pour collecter des données dans plusieurs endroits dans les 5 pays pilotes du projet EJM. Le MMC a par exemple collecté des données provenant de plus de 4000 enquêtes entre juin 2022 et juin 2023. Donc, ces données quantitatives nous ont permis d'améliorer notre connaissance sur cette thématique complexe, de mieux comprendre le profil des EJM, leurs besoins, leurs aspirations, les risques dont ils font face pendant leur voyage. Cela nous a permis, et ça nous permet toujours, de conceptualiser et d'apporter des réponses finalement adaptées aux besoins des EJM, de proposer des adaptations aux services délivrés par les systèmes existants et aussi, évidemment, à promouvoir le respect des droits des EJM, comme l'appellent les principaux cadres qui régissent et qui protègent les enfants en mobilité, comme les ODD ou les pactes globaux sur la migration et les réfugiés. Donc peut-être vous donner un dernier exemple concrètement de ces enquêtes quantitatives. Ça, c'est le dashboard qu'a créé le Mixed Migration Center pour le projet. Et donc, on voit par exemple à la première question, donc ça c'était des enquêtes qui s'adressaient à des adultes qui accompagnent des enfants mineurs donc, sur ces routes migratoires. Et c'est donc les adultes qui répondaient à ces questions. Et la première question était les enfants jeunes dont vous avez la charge fréquentent-ils des services éducatifs ou de garde? Et c'est très informatif concernant justement l'éducation, c'est que plus de 60% ne fréquentaient aucun de ces services. Ensuite, il y avait la question pourquoi aucune fréquentation? Et les réponses étaient aussi très informatives. Par exemple, le manque de ressources financières, une durée de séjour trop courte, donc ce qui aussi nous incite à proposer des réponses adaptées, étant donné justement ce séjour trop court pour accéder à des services éducatifs. Il y a aussi une volonté de ne pas fréquenter le service éducatif, un manque de communication, manque de connaissances sur l'existence de ces services, etc. Donc, je ne vais pas m'étendre davantage. On va passer à la partie panel ou débat de cette première session où nos collègues du MAEJT et de l'OIM vont nous expliquer un peu davantage les techniques qu'ils utilisent et à quoi elles servent et comment est-ce qu'elles peuvent être utiles pour mieux comprendre les besoins en matière d'éducation de ces enfants et jeunes en mobilité. Nicolas, je te passe la parole. Okay, merci beaucoup. Rapidement, avant d'aller au débat, je voudrais juste aussi pour
nos collègues qui ont plus l'habitude de travailler dans la protection et la migration, de voir aussi comment nous, du point de vue de l'éducation, on a besoin d'informations assez précises si on veut pouvoir faire des programmations. Par exemple, si on voit des enquêtes où une grande partie des jeunes ou ceux qui les accompagnent disent qu'ils ont besoin d'éducation, ça nous interpelle, on voudrait faire quelque chose, mais on ne sait pas ce qu'il faut faire. Donc on a besoin d'être capable aussi de collecter des informations sur ce qu'on appelle des profils éducatifs, c'est-à-dire combien de temps ils sont allés à l'école, s'ils ont quitté, à quel niveau ils sont allés, est-ce qu'ils ont besoin de formation professionnelle, d'aller dans des programmes plutôt de seconde chance, etc. Et on a besoin aussi de quantités qualitatives. On a déjà eu des discussions avec certains collègues dans les pays dans lesquels nous interviennent et ils nous disent oui, c'est bien, il y a des jeunes, mais si on veut les prendre en compte dans nos planifications, il faut qu'on sache s'il y en a 100, il y en a 1000, il y en a 10 000, il y en a plusieurs millions. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut s'inspirer de ce qu'on fait dans les situations d'urgence humanitaire avec les personnes déplacées, les réfugiés, mais on a besoin de créer de nouvelles façons de collecter ces données qui puissent répondre aux gens qui planifient. Et c'est important aussi que ces données arrivent au bon moment dans un pays. Si vous arrivez, vous voulez essayer d'aller convaincre un ministère de l'Éducation nationale dans un pays de faire quelque chose pour les jeunes migrants, mais si vous arrivez un an après que le nouveau plan sectoriel et que toutes les planifications ont été faites, ben, vous êtes bon pour attendre le prochain cycle. Donc c'est très rapidement pour qu'on voit aussi l'enjeu, pour qu'on puisse informer les acteurs de l'éducation, pour qu'il puisse y avoir des actions, il faut que les informations dont ces acteurs-là ont besoin puissent être collectées. Et c'est pour ça qu'on pense vraiment qu'il y a une grande opportunité à pouvoir travailler ensemble. Donc là, aujourd'hui, on est très heureux que nos collègues de l'OIM Mali et du mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs soient présents avec nous, justement pour nous expliquer quelles données ils sont capables de collecter et comment éventuellement pourrait l'adapter. Donc ça sera une introduction pour que nous tous, nous puissions les entendre et voir ce qu'il y a. Et puis après, on aura l'occasion de discuter en groupe ensuite, parce qu'on est vraiment convaincu que le plus important aujourd'hui, c'est qu'une discussion s'engage. Ça sera assez frustrant parce qu'on n'aura pas le temps d'aller jusqu'au bout, mais sachez qu'après ce débat, vous pourrez aussi vous-même vous retrouver dans des groupes où vous serez mélangés des gens qui travaillent depuis longtemps dans la migration ou dans l'éducation, vous pourrez vous poser ces questions. Vous pourrez participer en mettant des post-it sur un miro. Mais l'important, c'est que vous aurez cette chance de discuter entre vous et en espérant que dans les semaines, mois et années qui viennent, de plus en plus, les gens de l'éducation travailleront de plus en plus avec ceux de la migration pour répondre à ces questions. Donc, je voudrais d'abord vous présenter Monsieur Samba Yadé. Est-ce que... Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Régis. Samba Yad, chargé de la matrice de suivi des déplacements pour le compte de l'OIM Mali. Merci. Merci beaucoup. Et donc, on aura aussi la chance de discuter avec Monsieur Wilfried Ongwene. Pouvez-vous présenter? Bonjour à tous. Oui, là c'est Wilfried Ongwene, responsable suivi et évaluation pour ENDA Jeunesse Action, qui travaille avec le mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs. Merci. D'accord. Donc vraiment, merci infiniment à tous les deux d'avoir accepté de consacrer un peu de temps pour participer à ce débat et surtout donc pour éclairer la lanterne des gens qui, comme moi, ont l'habitude de travailler en éducation mais connaissent pas forcément ces enfants et jeunes en mobilité. Donc je voudrais d'abord vous poser une première question à tous les deux. Donc je vais commencer par Monsieur Yadé. Donc habituellement, vous connectez des données sur ces jeunes en mobilité. Donc, pourquoi en fait vous collectez ces données en fait? À quoi elles servent? Et si vous pouvez nous expliquer aussi brièvement comment vous les connectez. Donc, à quoi vont servent les données que vous collectez et comment vous faites pour les obtenir? Merci beaucoup, Nicolas. Je pense que c'est une excellente question. L'OIM Mali, au niveau de l'OIM Mali, nous avons une composante qui se nomme la matrice de suivi des déplacements, qui est une composante chargée de donner et informer les décideurs et les
tout ce qui est partenaire lié au développement pour les informations sur la mobilité des personnes de manière générale et concernant aussi l'urgence et la migration de façon transversale. Pourquoi nous collectons ces informations? Je tenais à préciser que nous ne collectons pas des informations sur les enfants parce qu'on n'a pas les capacités, en tout cas, de pouvoir, nos enquêteurs sur le terrain, de pouvoir donner des réponses adéquates s'il y a un besoin concernant un enfant particulier. Mais les jeunes, comme vous l'avez expliqué, les jeunes âgés de 18 à 24 ans, nous collectons des informations de manière générale sur ces personnes. Nous avons plusieurs composantes au niveau de la DTM concernant la présence des migrants pour prendre en compte les questions de stock des migrants présents au Mali et dans les zones de forte attraction économique. Il y a aussi la composante suivi des flux migratoires où au niveau des points de transit, nous avons identifié des points stratégiques de passage des migrants où nous collectons des informations sur la mobilité des migrants, ainsi que sur les déplacés internes pour évaluer les besoins multisectoriels. Donc ça, c'est de manière générale les outils qui sont utilisés. Le pourquoi je reviens là-dessus, c'est aider à la prise de décision, orienter les projets et programmes de manière spécifique. Je pouvais aller en détail sur chacune des composantes pour un peu expliquer aussi la partie comment pour chaque type de personnes en mobilité, la question d'éducation est aussi appréhendée de façon spécifique. Voilà. S'il y a des questions additionnelles, je pourrais revenir là-dessus. Merci. Merci beaucoup. On va venir après à ce que vous connaissez des profils éducatifs et des besoins en éducation. Mais d'abord, pour pouvoir comparer et nous faire une idée, on voudrait demander à Wilfried aussi de nous expliquer du coup du côté du MAEJT, comment vous faites pour collecter ces données sur ces jeunes et pourquoi est-ce que vous collectez ce genre d'informations? Merci Nicolas pour la question. Merci déjà d'associer le mouvement ENDA à cette discussion. Je dois dire que le mouvement s'est intéressé aux questions de mobilité il y a un bon moment, depuis longtemps, au moment où on parlait des traites des enfants. Et le mouvement, lui, s'était intéressé, pour répondre à la question pourquoi, à travers les enfants, de connaître les différents itinéraires que les enfants utilisent. Parce que tout de suite, on a posé la question sur un slide lorsqu'on faisait le jeu de savoir est-ce que par les frontières, l'information est fiable. On s'était rendu compte que les enfants ne passaient pas par les frontières, qu'il y avait des petits chemins qu'ils utilisaient pour passer. Alors, puisque le mouvement, lui, la façon de voir la mobilité, de savoir, il faut préparer l'enfant, lorsque l'enfant a pris la décision d'aller en mobilité, il faut le sécuriser. Donc, il était important pour le mouvement de savoir quels sont les petits raccourcis que les enfants utilisent d'un pays à un autre, d'un point à un autre, pour que les groupes d'enfants que nous avons puissent au moins faciliter leur accès aux services de santé lorsqu'ils sont malades, pouvoir jouer le rôle un peu d'une justice équitable lorsqu'ils font face à des problèmes. Donc ça, c'était une première raison déjà de l'histoire. Mais je dois dire aussi qu'il est important de signaler que ces enfants ont besoin d'écoute et jeunes. Donc c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles nous on fait ce genre d'exercice, pour les écouter. Ils ont beaucoup de frustrations. Ils n'ont pas un espace où partager ça. Et entre enfants, ces frustrations se partagent facilement. Et c'est pour ça que lorsque vous avez posé la question de comment, pour répondre à cette deuxième question, il est important de préciser le qui. Le MAEJT, ce n'est pas Ersten, ce n'est pas des professionnels de la recherche, de la collecte et tout ça, mais c'est des enfants et jeunes en mobilité qui sont outillés pour collecter des informations auprès de leurs camarades. Parce que eux, ils ont le bon langage, il y a la confiance qui existe. Entre guillemets, lorsque un enfant est jeune en mobilité, moi qui ai été parfois avec eux, lorsqu'ils voient quelqu'un d'Ersten, le langage ou la façon de dire des choses, il y a une crainte, un peu comme s'ils veulent trahir ou bien comme s'ils s'exposent. Or, entre eux, en mobilité, ça leur permet de mieux comprendre la problématique et de se raconter les réalités qu'ils vivent. Donc, nous, dans le comment, c'est eux qui sont les acteurs. Il n'y a pas des acteurs externes. Ils sont outillés, ils sont en capacité, ils sont responsabilisés. Et dans le dernier exercice que nous avons fait,
ces enfants-là, c'est valorisant pour eux de jouer ce rôle-là, d'aller prendre les informations auprès des autres. Lorsqu'ils quittent une ville pour aller dans une autre ville, lorsqu'il est accueilli par la communauté pour venir prendre des informations, c'est un peu comme ça qu'on procède. Mais c'est surtout déjà de décliner l'intérêt. Ce n'est pas un sujet qu'on vient leur déposer, c'est de savoir est-ce que ça les intéresse de comprendre la problématique auprès de leurs amis, de comprendre la problématique auprès de leurs camarades, de connaître comment la communauté les regarde, de connaître. Donc ça, une fois qu'ils ont pris l'intérêt, on les responsabilise. Et voilà, ils sont ceux qui sont outillés, ils vont sur le terrain, ils travaillent avec les communautés, ils travaillent avec leurs amis. Et ils rendent compte même aussi aux autorités pour dire, voilà, on fait ça et tout. Juste dire une dernière chose à ça, c'est que cette façon de faire, ils sont d'abord des acteurs légitimes. Lorsqu'on passe par eux comme ça, les enfants en mobilité, ils ont le droit de savoir, de connaître la problématique. Donc, ils sont légitimes comme acteurs de faire cet exercice-là. Merci. Merci beaucoup. Donc, c'est très intéressant de voir aussi qu'on peut avoir de l'information directement des gens concernés et que c'est important de les faire participer et produire. Justement, une des grandes questions, j'espère qu'on pourra faire discuter dans les mois qui viennent et après dans les discussions de groupe, ce serait comment faire en sorte justement que ces façons de collecter de l'information, soit celles que Wilfried vient de décrire ou celle que Samba vient de décrire plutôt pour l'OIM, comment est-ce que vous pensez, et c'est ma deuxième question, est-ce que vous avez déjà des informations précises sur les profils éducatifs, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont allés à l'école, depuis combien de temps ils sont partis et quels seraient leurs besoins, ou si ce n'est pas encore le cas, est-ce que vous pensez que ça serait possible d'adapter vos méthodes d'enquête pour qu'on puisse y arriver de manière assez rapide, puisqu'après on va aller se séparer en groupes pour que les gens qui nous écoutent, qui ont des expériences soit dans la collecte de données comme vous pour les migrants ou dans l'éducation, puissent se poser directement les mêmes questions. Et donc, je redonne la parole à Samba pour donner un peu votre point de vue sur est-ce que vous avez des informations sur les profils éducatifs et les besoins, et est-ce que vous pensez qu'on pourra adapter les méthodes pour en avoir plus? Merci beaucoup, Nicolas. Au niveau, par rapport aux différentes méthodes que j'ai expliquées, les composantes sur lesquelles nous travaillons pour collecter les informations sur la mobilité des personnes et identifier leurs besoins pour donner les réponses adéquates. Les informations qui sont collectées pour les jeunes, c'est déjà tout ce qui est lié à la démographie, tout ce qui est lié au niveau d'éducation, même si ce n'est pas directement lié, mais la situation professionnelle aussi de la personne en mobilité est appréhendée, surtout pour le cas des migrants de façon spécifique. Sur les deux premières composantes, pour la présence des migrants et sur les flux migratoires, on ne va pas en profondeur sur les besoins en termes d'éducation. Mais comme vous le savez, l'OIM est vraiment très ouvert à un cadre de partenariat quelconque pour améliorer les outils et voir comment prendre en compte les besoins des uns et des autres pour améliorer la prise de décision dans ce sens. Mais le dernier point sur lequel je vais aussi revenir, c'est sur le cas des déplacés internes. Comme vous le savez, à l'intérieur du Mali, on a une situation sécuritaire assez complexe où il y a beaucoup de mouvements de population. Mais dans le cadre de ces mouvements de population, dans les sites de déplacement, nous collectons des informations sur les besoins en termes d'éducation. Et nous allons en profondeur dans cette partie pour les personnes déplacées internes pour savoir pourquoi les enfants ne vont pas à l'école, quelles sont les raisons qui les poussent à ne pas aller à l'école, et on essaie aussi d'appréhender les besoins dans les différents sites de déplacement. Donc, voici en somme ce qu'il y a comme information de part et d'autre selon les différentes composantes, et on reste vraiment ouvert à voir ensemble dans le cadre d'un partenariat pour ajuster les outils. Et le dernier point que je voulais aussi mentionner, c'est que sur les statistiques, on voit pour la présence des migrants que 55% des migrants sont âgés entre 18 et 25 ans et 70% sont âgés entre 20 et 30 ans pour le suivi des flux migratoires. Donc, vous voyez un peu la part des jeunes qui est assez importante, quelle que soit la composante qui est mentionnée. Merci.
Merci beaucoup, c'est vraiment très intéressant et je suis heureux de savoir qu'on aura la possibilité de continuer à réfléchir ensemble par la suite. Wilfried? Oui, il faut dire que pour ce qui est du parcours, pour le MHT, c'est intéressant parce que, comme je le disais en début, il est important que les enfants et jeunes eux-mêmes prennent leur destin pour faire leur plaidoyer, pour demander des comptes aux autorités et amener aussi même les communautés qui les accueillent de changer. Mais ces enfants-là, lorsqu'on les écoute effectivement dans les communautés où ils ont des barrières, ils font face à des problèmes, on peut observer, on peut constater qu'ils ont des niveaux d'études moyens. Ils ont commencé parfois et il y a des barrières qui les ont sortis de l'école ou bien les ont sortis de l'apprentissage. Et ces barrières sont à l'origine de beaucoup de frustration. Après ça, on peut s'en rendre compte qu'il y a de l'apprentissage qui ne répond pas à leurs besoins. C'est des enfants qui veulent avoir un apprentissage qui répond directement aux problèmes qu'ils vivent au quotidien. La question, par exemple, de l'agriculture. Lorsqu'on écoute certains enfants, ils vous disent, mais dans mon pays, on apprend l'agriculture en licence, de façon formelle. C'est en licence, mais combien d'enfants arrivent à la licence? Des enfants dans les zones rurales, de familles pauvres. Or, ils veulent répondre directement à des problèmes de ces enfants-là. Avant d'arriver à la licence, ils veulent répondre à des problèmes d'agriculture qui se posent dans leur famille, qui se posent dans leur maison, qui se posent parce qu'ils doivent manger. La question des modèles aussi. Ces enfants-là sont souvent allés au secondaire et tout, mais ils veulent vite ressembler à des modèles. Ils ont des modèles et beaucoup de modèles qui sont passés par la migration. Aujourd'hui, si on parle au cas du Cameroun, on a Francis Ngannou, qui est passé par la migration et qui est un très grand boxeur. Moi, je connais des enfants qui ont quitté parce qu'ils veulent devenir boxeurs du village. Mais au village, il n'y a pas cet apprentissage pour la boxe, ou bien c'est mal vu. Je connais des enfants qui ont quitté parce qu'ils veulent faire des abeilles. Il y a pas de, donc, il y a quand même un manque d'apprentissage qui répond aux besoins présents. Donc, ces enfants, à un moment donné, sont confrontés à ces barrières ou bien à ces problèmes pesants qui leur ressortent directement de l'école, bien qu'ils leur ressortent de l'apprentissage. Ça, il faut l'avouer. Après ça, là où ça existe, l'accessibilité est quand même complexe pour ces enfants. Donc, je dois dire qu'ils ont un niveau moyen. Ils apprennent beaucoup de choses aussi dans le parcours de la mobilité. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une forme d'éducation, mais on s'en rend compte des enfants qui facilement vont apprendre une langue parce qu'ils sont entrés dans un parcours de la mobilité. Des enfants qui ont quitté un pays francophone et se retrouvent en train de parler l'anglais parce qu'ils ont fait un parcours de la mobilité. Donc, et ça, ils apprennent l'arabe et tout. Donc, ils ont des niveaux moyens, mais après ça, effectivement, ce qui leur est proposé déjà ne répond pas souvent à leurs besoins en termes d'apprentissage. Ils veulent un apprentissage qui réponde à leurs problèmes directs, à leurs problèmes qui les concernent. Et après, voilà, c'est des enfants aussi, voilà, des filles, des jeunes, des garçons qui ont des aspirations plus grandes, qui n'existent pas encore beaucoup dans les sphères africaines, dans le contexte africain, en termes de loisirs, en termes de jeux, en termes d'autres choses qui sont un peu du classique, qui sont un peu de l'habituel en fait, qui sont que de faire un bac, une licence, ils veulent apprendre d'autres choses que ça. Et cet environnement-là n'existe pas encore beaucoup, mais ils ont des niveaux moyens, que je dois dire. D'accord. Merci. Merci beaucoup, c'est très enrichissant. Comme vous l'avez dit au début, on est désolé, on savait que ça serait un peu frustrant pour tout le monde, et moi le premier, parce que j'aimerais que les discussions puissent durer. J'ai vu qu'il y avait une main levée. Pour le moment, on ne va pas pouvoir encore prendre les questions de la salle, mais on va essayer de vous mettre en groupe. Là, on ne s'attendait pas à avoir un tel succès, en fait. Donc, je vais avoir besoin du PowerPoint, s'il vous plaît. Comme vous êtes très nombreux, ça va faire beaucoup de groupes, parce qu'on ne veut pas non plus avoir des groupes trop importants. Donc, on ne peut pas garantir qu'il y aura forcément quelqu'un du projet qui sera dans votre groupe. Mais on espère que vous serez 7 dans des breakout rooms, donc en groupe. Vous aurez accès à un lien qu'on va mettre dans le chat pour avoir accès à un truc qui s'appelle Miro. C'est comme un Padlet, mais vous avez des post-it où vous pouvez mettre les réponses aux quelques questions qu'on vous pose.
Les questions qu'on propose sont juste des guides, mais l'important, c'est qu'entre vous, vous serez 7 avec sûrement des personnes qui ont des backgrounds différents dans l'éducation, la migration, la protection, qu'entre vous, vous puissiez commencer cette discussion sur qu'est-ce que vous connaissez de ces jeunes enfants migrants? Est-ce que ça vous aide à avoir une idée de ce dont ils ont besoin pour aller dans les services d'éducation que vous proposez ou que vos collègues proposent, et qu'il y a un échange entre les personnes qui sont plutôt de l'éducation, qui expliquent ce dont ils ont besoin de savoir pour pouvoir prendre ces jeunes dans leur programme, et en échange que vous puissiez y aller. Est-ce que on peut afficher le lien dans le chat pour que les collègues puissent voir, et ça sera dans le chat des breakout rooms. Et je vais essayer de... Il faudrait que je... Voilà. Et est-ce qu'on peut montrer le slide aussi avec les quelques questions qui sont posées? Donc, encore une fois, c'est juste une façon de vous guider. Vous trouverez les questions en lisant le lien. C'est déjà, présentez-vous entre vous rapidement. Et s'il y a des personnes de l'éducation, c'est de quelle données vous avez besoin, ou est-ce que vous connaissez déjà ces jeunes parce que vous les connaissez en tant que out of school? Et du côté migration ou protection, qu'est-ce que vous connaissez et comment vous pourriez vous adapter pour que ensemble on puisse progressivement trouver des façons de donner de meilleures informations qui permettraient d'orienter les programmes éducatifs. Là, comme on l'a vu tout à l'heure, l'OIM peut changer ou adapter ses questionnaires. On a vu avec Wilfried, c'est très important que les jeunes eux-mêmes puissent exprimer leurs besoins et que ça soit pris en compte dans les programmations. Et donc l'idée, c'est d'initier ce dialogue en sachant qu'on aura 10 minutes. Ça sera trop court, mais on espère que ce n'est que le début d'échanges qu'on aura, et on vous reproposera d'autres webinaires, d'autres échanges, et peut-être même si dans certains pays l'intérêt est là, on fera des échanges dédiés dans chacun de ces pays. Donc, je vais laisser David nous partager dans les groupes et je vous redonne rendez-vous dans une dizaine de minutes. Donc, bonne discussion à tous. Il ne reste plus que quelques collègues qui ne sont pas encore répartis.
Je ne sais pas si les participants qui n'ont pas été dispatchés dans les breakout rooms, comme vous, Monsieur Kadim, que je vois à l'écran. Je pense qu'il y a une petite erreur technique et il n'y a pas tous les participants ont pu être répartis dans les groupes. Mais après, si vous voulez, il nous reste quelques minutes pour discuter de l'une de ces 3 questions. Si vous avez des réflexions, commentaires, réactions. Ou si vous voulez tout simplement prendre quelques minutes pour faire une introspection et réfléchir de votre côté, c'est aussi possible. Donc, en tout cas, si quelqu'un qui est dans cette salle et qui n'a pas été dispatché dans un autre groupe a envie de réagir à l'une de ces questions, sentez-vous plus que libre. J'ai mis les questions dans le chat et si vous suivez le lien du Miro que je vais remettre dans le chat, vous voyez que les collègues des autres groupes sont très actifs. Ça... On voit qu'il y a On dirait un beaucoup peu de... un essaim d'abeilles. Oui, c'est ça. Et c'est bien parce qu'il y a beaucoup de questions on a besoin des effectifs exacts, du niveau d'études, Ouais. des données personnelles, des besoins. Donc c'est bien, c'est des questions qu'on s'était posées aussi, même les documents scolaires. À quelle heure reprend-on, Nicolas, exactement? On avait donné 10 minutes, donc je pense qu'il doit rester 2 minutes, quelque chose comme Ok. ça. David, tu peux envoyer un message disant qu'il reste 2 minutes? Oui. Thank you. Merci.
va ramener les participants. Je pense que les 2 minutes sont passées. Il faudrait pouvoir partager l'écran pour peut-être je vais prendre contrôle pour partager mon écran. Ou tu peux montrer le Miro, David? On met le CV? When people will be back, we should show the... Oui, je vais déjà partager l'écran. Ok. Je peux essayer encore une fois. Non, c'est très bien comme ça, David. Tu peux voir? It's all good, yeah. We can bring the people back. Ils sont déjà là. Oui. Ok. So, tout le monde voit l'écran avec le Miro sur lequel vous avez travaillé? Oui. Oui. D'accord. Donc, Peut-être, Nicolas, si tu permets. Oui. Juste signaler qu'avec Hassan et moi, dans notre groupe, on n'a pas eu la possibilité rapide d'écrire sur le Miro. Donc, on a fait la discussion et Hassan a noté. Il pourra vous les envoyer dans le chat peut-être. D'accord, merci beaucoup. L'important, en fait, c'était qu'il y ait cette discussion. Pour nous, l'important, c'est que vous ayez cette chance aussi de pouvoir discuter entre vous, sachant, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on va essayer donc de prendre un peu tout ce qui est là. C'est très riche, donc on est vraiment très heureux. On voit qu'il y a des questions qu'on s'était déjà posées, que vous vous posez aussi. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir donc du coup... on voit qu'il y a beaucoup de besoins de la part des acteurs de l'éducation qui sont nouveaux. Donc, quand on fera une synthèse, on partagera et ça sera des bases pour continuer justement à discuter avec les personnes qui pourraient aller collecter ces données. Et on est très heureux aussi de voir que vous avez proposé plusieurs stratégies pour continuer à travailler ensemble pour voir comment mieux collecter des données et puis peut-être que ça pourra alimenter des planifications futures. Donc, très rapidement, je voudrais repasser au PowerPoint pour faire une synthèse de ce que nous, on propose, en fait, et puis après, on pourra aller faire une petite pause de santé. Voilà. Merci. Donc, très rapidement, en fait, ce qu'on suppose, mais c'est aussi ce que la discussion que vous avez eue, ce que je vois confirme, la première chose qu'on pourra faire, ça sera d'essayer, et on va tester notamment dans les semaines et mois qui viennent, on va essayer de faire ça au Mali, de mettre en place des méthodes mixtes de collecte de données en prenant des façons d'accéder aux données, celles qui existent déjà dans les acteurs de la migration. Donc c'est pour ça qu'on est très content d'avoir pu discuter avec l'OIM Mali. Et puis de voir par rapport aux acteurs de l'éducation qui sont présents au Mali, de voir quel genre d'informations ils auraient besoin, de manière à ce qu'on puisse ensemble essayer de collecter les informations qui permettraient d'orienter d'autres programmations. On va aussi partager tout ce qu'on a déjà collecté, puisqu'on a déjà beaucoup d'informations et d'enquêtes, comme le disait Régis. Et on suppose aussi que ça ne sera pas toujours facile d'avoir des études exhaustives sur un pays entier de tous les EJM en même temps, parce que ça serait beaucoup de travail et c'est une réalité tellement mouvante qu'on pense qu'il
l'important, c'est d'avoir des informations qui puissent orienter l'action. Donc, si on a des partenaires, que ce soit nous-mêmes ou d'autres bailleurs qui veulent travailler sur les EGM dans un endroit, l'important, c'est qu'on soit capable de dire, voilà, allons ensemble chercher des données en travaillant avec l'OIM, le MAEJT ou d'autres acteurs pour répondre à vos questions et pouvoir orienter ce que les personnes veulent faire. Et puis, comme on l'a dit, c'est comme c'est une réalité tellement mouvante qui doit s'adapter à des changements, un peu comme dans l'humanitaire ou quand on travaille avec les personnes déplacées, plus que d'avoir des grandes enquêtes où on dit, bon, ben, c'est tranquille, on fait des planifications pour 5 ans. Il faut être capable de développer localement des capacités, d'aller chercher cette information et de répondre à l'information au niveau d'une école, d'un district, d'une région, et pas forcément tout de suite d'aller dans des capacités nationales. Donc, c'est ce qu'on proposera par la suite, et on verra en fonction de tout ce que vous avez noté, et à la fin du webinaire, on vous proposera aussi pour ceux qui sont intéressés de rester en contact avec nous, et on ira avec ceux qui sont intéressés dans chacun des pays, voire à remonter des groupes de travail pour avancer là-dessus. Donc, je vous remercie beaucoup de votre patience et de tous les contenus que vous partagez. Je vous propose de faire une pause santé. Donc, on va prendre juste 5 minutes, le temps aussi d'écouter un petit peu de musique. Je vous donne rendez-vous dans 5 minutes. Prenez le temps de vous détendre et d'être à nouveau disponible et aussi enthousiaste que vous l'avez été jusqu'à maintenant. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Si jamais on comprend très bien que certains collègues doivent nous quitter, on va mettre dans le chat un lien vers un questionnaire si vous voulez rester en contact avec nous. Donc n'hésitez pas, si vous pouvez partir, ça serait, si malheureusement vous ne pouvez pas nous suivre. Mais si ça vous intéresse de continuer à travailler avec nous, s'il vous plaît, prenez le temps de cliquer sur ce lien et de nous donner vos contacts pour qu'on puisse savoir qu'on peut continuer à travailler avec vous. Merci beaucoup, à dans 5 minutes. Yoga, bana mboka bao kende bao kimape, bana mpiaka bao kende basele kinde, mokili mbanga taba, lelo ya yolo bianga, lelo na yelo bioko ya pesanga lo boko. Ils sont calcinés nos rêves sur moi, je crois en la vie, je rêve encore. Je vais pas faire tous ces kilomètres pour m'arrêter contre ce grillage. Si je pars, c'est pour la dignité, sauver les miens de pauvreté qui n'ont pas mérité. On me refuse tous les ports et tous les aéroports. On parle de paix, on m'a donné la mort. Même si je suis loin de chez moi, j'ai des droits. Tout comme toi, j'ai des droits. C'est le même sang qui coule en toi et moi, en toi et en moi. Non, mon fils, va. N'oublie surtout pas que le destin de ta famille repose sur toi. Je sais que tu nous feras sortir des entrailles de la misère. Le cœur meurtri, je te laisse partir, mais en toi j'ai foi. Ma seule prière, c'est que tu ne finisses pas comme ton père. Même si je suis loin de chez moi, j'ai des droits. Tout comme toi, j'ai des droits. C'est le même sang qui coule en toi et moi, en toi et en moi. Pourquoi perdre la vie pour les ici, les richesses qui te visent ici? Trop de haine entre nous, trop de jalousie. Prendre ton frère en Libye, c'est quoi ton alibi? Cet esclavage, c'est de la politique, la migration unique. Loin de tes droits, jamais tu l'as aussi un droit.
suis loin de chez moi, j'ai des droits. Tout comme toi, j'ai des droits. C'est le même sang qui coule en toi et moi, en toi et en moi. Alini me wara tingana ukoro tenye kunye jonye. Ambeye Adama deneye, ambeye Allah d'enfeneye. Loin de ma patrie, on m'appelle migrant. Ne me tue pas, ne me vends pas. Je suis juste un migrant, un homme comme toi. Même si je suis loin de chez moi, j'ai des droits. Tout comme toi, j'ai des droits. C'est le même sang qui coule en toi et moi, en toi et en moi. Il y en a qui vont à Paris pour aller dormir dans les rues. Quand tu les vois dans mes taureaux, je m'en vais chercher boulot. Il n'a pas de papier, il n'a pas de métier. Il a tellement eu de problèmes qu'il a mangé son totem. J'ai dit, si tu restes ici là-haut, ça va te faire quoi? Te faire quoi? Te faire quoi? Te faire quoi? Mwana maizwa yoga 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 bana mboka bao kende bao kimape bana mpya. J'espère que vous avez tous bien profité de la pause. Merci pour la bonne musique. C'était bien. On partagera le PowerPoint dans les jours qui suivront le webinaire et vous aurez le lien si vous voulez aller l'écouter. Parce qu'en plus, c'est intéressant, il y a les sous-titres, ce qui permet de mieux comprendre ce qui est dit dans plusieurs langues locales. Donc, je suis ravi de voir que vous êtes toujours aussi intéressés. Donc là, on va essayer de parler des barrières qui empêchent ces jeunes et ces enfants d'accéder aux services d'éducation ou de formation existants et qu'est-ce qu'on pourrait proposer. Donc c'est un très vaste sujet, en fait, c'est ce dont on essaie d'y réfléchir depuis maintenant le début du projet et ça va nous prendre tout le long du projet. On espère que de plus en plus de collègues pourront avoir ces discussions aussi avec nous. Comme c'est très vaste, on va essayer d'abord d'avoir des discussions sur ce qui se passe dans les pays dans lesquels on travaille déjà, juste pour donner une inspiration. Et puis, on essaiera de voir un peu ce qui peut être fait. Et à la fin, on vous montrera comment, au niveau du projet, on a essayé de faire un outil pour clarifier le genre d'informations dont on a besoin, qui permettent de comprendre les barrières. Et on a fait une typologie des barrières, en fait, et des solutions qu'on peut apporter. Donc, je les présenterai très rapidement parce que ça demanderait un webinaire entier d'approfondir chacun des cas. Mais juste pour vous donner une idée de où on en est dans notre réflexion et où on espère aller plus loin avec vous par la suite. Mais avant de commencer, je vais vous poser une série de questions sur à nouveau un Menti. Donc vous allez voir le lien, vous allez pouvoir scanner avec votre téléphone ou suivre le lien dans le chat. Et en fait, juste pour vous donner une idée de la complexité des situations qu'il peut y avoir, donc je pense que pour les acteurs de la protection et de la migration, vous avez l'habitude de connaître les difficultés et la variété des parcours de ces enfants et ces jeunes, mais notamment pour les collègues de l'éducation, pour moi, c'était assez nouveau de me rendre compte qu'il y avait autant de diversité, de complexité. Donc, on peut aller sur le Menti. Et l'idée, là, c'est, je vais vous décrire
3 profils migratoires de jeunes qui existent vraiment, puisque c'est des profils qu'on a découverts pendant les enquêtes qu'on a menées dans les mois qui viennent de passer. Et je vais juste vous demander, à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les envoyer à l'école en quelques mots? Donc, vous pourrez remplir sur votre téléphone ou sur l'ordinateur la question du Menti, et on verra, on aura un nuage de mots qui donneront une idée de ce qu'il est pertinent de faire quand on est face à ces jeunes. Donc, est-ce qu'on peut afficher le Menti pour qu'on puisse aller poser les questions? Voilà. Donc, ça, c'est une situation qui existe vraiment. On a beaucoup de jeunes filles qui ont fui leur village d'origine, qui arrivent dans une ville et qui, après, ont fui d'autres situations et qui se retrouvent en mobilité et qui, donc, travaillent et ne sont pas dans leur environnement habituel ni dans leur culture habituelle. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider ces jeunes filles à avoir des opportunités d'éducation ou de formation, d'accès à l'emploi? Allez-y. On va vous laisser encore une dizaine de secondes. Voilà, merci. Donc, effectivement, on voit que d'un côté, il y a des solutions qui peuvent être d'adapter l'offre, soit des formations d'alternance, soit de l'éducation alternative, soit aussi de faciliter l'accès, donc de mettre ça dans un lieu sécurisé, de faciliter aussi l'orientation, parce que souvent ces jeunes filles ne savent pas où aller. Et donc tout ça, c'est ou les cours du soir. Là, comme vous le voyez, il y a beaucoup de choses qui sont possibles et on va voir avec d'autres profils. On va passer au second profil maintenant. À chaque fois, il est difficile de savoir en fait quel est le truc, la mesure, la prioritaire qui sera la plus pertinente, mais ça va dépendre en fait de ce qu'il est possible de faire et des besoins qui sont exprimés. Donc, je vais vous donner un autre exemple maintenant, donc pour la deuxième question, où là, on va parler de ces enfants ou jeunes entre 6 et 18 ans qui sont séparés de leur famille, qui ont été envoyés par leurs parents pour apprendre le Coran, mais qui, dans certains endroits, se retrouvent dans la rue à mendier sans forcément avoir accès à une éducation. Donc, c'est des cas qui ont été déjà pris en compte dans pas mal de projets dans la région, mais ça fait partie justement de ces jeunes en mobilité. Et donc, à votre avis, que peut-on faire pour les aider à accéder à une éducation supplémentaire, à une formation professionnelle ou à l'emploi? Donc, vous pouvez mettre vos réponses. Donc là, on voit qu'effectivement, il y a toute une partie de sensibilisation et de travail sur les parents et la communauté. Vous proposez aussi des activités qui vont directement à l'enfant pour le soutien psychologique. Après, il y a des propositions qui sont sur la formation professionnelle qualifiante, l'apprentissage continu. Donc là, on parle de quel genre de service il faut proposer. On parle de signalement aussi, donc de toutes les activités en lien avec la protection qui doivent être en synergie avec les acteurs de l'éducation. Donc effectivement, vous voyez là encore, et la collaboration avec les écoles coraniques, c'est aussi très important et heureusement, ça se fait et ça marche de mieux en mieux dans
énormément de pays. Donc, il y a beaucoup de pistes. Encore une fois, nous, on ne sait pas du tout quelles sont les bonnes réponses. C'est pour ça qu'on vous pose la question. Mais l'idée, c'est de voir que par rapport à une situation donnée, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites et qui sont souvent en synergie avec ce que les acteurs font déjà dans le système d'éducation formelle ou informelle ou dans le monde de la protection. Et l'idée, c'est d'arriver à faire le lien entre ce public et ce qui existe, et puis d'adapter ce qui existe pour que ces jeunes puissent être intégrés. Donc, je vais vous proposer une troisième type de cas qu'on peut avoir. Donc ça, c'est des cas qu'on a rencontrés aussi, notamment dans les pays du Maghreb récemment, où ce sont des jeunes soudanais qui ont quitté leur pays. Certains sont en mobilité depuis plusieurs années, donc pas forcément depuis la dernière crise. Ils ont subi des choses vraiment très difficiles. Et du coup, ça ajoute encore plus de difficultés pour eux pour retourner à l'école, apprendre quelque chose, pour avoir le temps et la volonté d'aller se former ou pour trouver un travail qui ne soit pas dans les pires formes de travail. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait proposer pour ce type de public ? Donc là, on voit qu'il y a encore des choses qui sont plus sur adapter la formation à ce dont ils ont besoin. Toute la partie prise en charge psychosociale pour les aider à affronter tous les traumas qu'ils peuvent avoir. Il y a aussi des propositions de formation par les pairs ou de formation en ligne, justement, pour que ça puisse être plus loin. Et tous les aspects de valorisation, d'intégration, de manière à faciliter leur intégration sociale, c'est aussi les aspects sur lesquels on doit pouvoir travailler de façon holistique. Donc, je vous remercie beaucoup. Encore une fois, l'idée n'était pas forcément d'épuiser la question, puisqu'on n'y arrivera pas, mais de vous montrer en fait la variété des profils qu'il y a, la variété des réponses qui sont possibles, et de manière à, notamment pour les acteurs de l'éducation, et je parle de ma propre expérience, c'est assez stimulant de voir tout ce qu'il y a à faire et le travail qu'on pourrait faire ensemble. Mais c'est vrai qu'on peut avoir l'impression qu'il y a trop de choses et trop de problèmes. Et donc après, les discussions, ça sera de voir comment choisir. Donc plutôt que de parler trop longtemps moi-même, on va passer à la présentation des collègues qui sont présents et qui vont vous dire comment eux ont choisi de faire certaines activités pour répondre à des besoins particuliers dans leur pays par rapport à des jeunes qui étaient en mobilité chez eux. Donc, on peut aller, je vais vous présenter rapidement donc, les collègues qui ont accepté de témoigner. Et on a mis ces trois catégories, c'était juste pour relancer le débat, mais on sait qu'il y en a beaucoup d'autres pour répondre à la question. Donc, est-ce qu'on peut avoir le slide qui montre nos trois collègues ? Donc, nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui donc Monsieur Agzer Hassan du Maroc. Donc au Maroc, le ministère de l'Éducation nationale a une division de l'éducation non formelle qui est en charge sur toute l'étendue du pays de beaucoup d'activités qui ont pour but d'accueillir les jeunes en migration dans leur système éducatif. On a la chance aussi d'avoir Madame Mouna Mbeli de Tunisie, du bureau de l'UNHCR à Zarzis, où il y a eu des expériences de cours de langue pour des enfants réfugiés pour qu'ils puissent apprendre l'arabe local pour après avoir accès plus facilement à l'éducation. Et on entendra aussi Monsieur Moumouni Barokona qui travaille au ministère de l'Éducation nationale du Niger dans l'éducation non formelle, où actuellement on est en train d'essayer de mettre en place un pilote en éducation non formelle pour pouvoir accueillir des jeunes en mobilité au Niger. Donc, je vous remercie beaucoup. Et j'aimerais commencer par poser quelques questions à Monsieur Agzer Hassan. Bonjour.
Je pense il n'est pas là. Ah. C'est seulement Mouna qui est là. D'accord, donc dans ce cas-là, on va commencer par Mouna et on demandera des nouvelles du Niger à notre collègue. Madame Mounambeli, bonjour et Oui, bienvenue. bonjour. Bonjour tout le monde. Merci pour cette initiative et pour ce workshop. C'est pour un sujet très important, surtout pour réduire en fait et protéger le child protection et protéger ces enfants-là. En fait, moi, je vais partager avec vous notre expérience. C'est à travers avec les enfants syriens qui sont en mobilité continue en fait de la Syrie vers d'autres régions. Donc, ils ont eu un parcours migratoire un peu lent en fait, pour arriver en Tunisie. Donc, du coup, leur âge ne leur permettait pas de s'intégrer dans le système national parce qu'ils ont en fait l'âge de 9 et 10 ans et ils ne savent même pas écrire ni lire. Donc, sur la base du participatif, avec leur participation, on a fait le participatory assessment. Donc, on a eu des interviews avec eux. Donc, c'était leur proposition. Cette idée venait des enfants syriens eux-mêmes. C'est de créer une petite classe pour les enfants syriens afin d'apprendre à lire et à écrire. C'était ça l'idée de cette classe pilote. En fait, après donc avoir collecté les informations nécessaires et faire les plaidoyers nécessaires avec les autorités en fait tunisiennes, l'éducation le régionale de l'éducation et avec les affaires sociales, c'est un ministère des Affaires sociales. On a donc ce qu'on appelle des cours d'alphabétisation. C'est destiné pour les Tunisiens en général. Et on a approché ces deux institutions pour qu'on puisse créer cette école-là dans une école publique. C'est juste pour aussi encourager les enfants d'assister et d'intégrer dans des écoles publiques tunisiennes. Du coup, on a créé cette classe en 2018. Donc, au début, on a commencé par 7 enfants et puis on a eu une augmentation de quelques enfants qui se sont intéressés. Et après la fin de cette première année, donc on a pu intégrer donc 2 enfants dans l'école publique après avoir fait les tests nécessaires. Donc du coup, ils se sont inscrits l'année prochaine dans l'école publique dans troisième année, niveau troisième année primaire. Du coup, c'était un peu ça l'idée. Je vois que ce genre de classe ou bien des initiatives peuvent vraiment réduire les risques de protection pour les enfants, surtout de l'exploitation et beaucoup d'autres choses, donc le mariage précoce et autres. Donc, Inch'Allah, on essaie de travailler beaucoup plus sur l'informal education en se basant sur en collaboration avec l'éducation régionale du sud de l'éducation et aussi avec les ONG en fait qui travaillent sur ce domaine-là. Merci. Merci beaucoup, c'était très complet. Donc ça donne un bon exemple de ce qu'il est possible de faire et c'était intéressant aussi de voir que le besoin est venu de ces enfants et de ces jeunes et ça Ouais. prouve qu'on peut les écouter et qu'ils savent Ouais. orienter. Mhm. Donc je vous remercie beaucoup. Je voudrais juste savoir si on peut avoir notre collègue du Niger, monsieur l'inspecteur de l'éducation ou Hassan, juste pour présenter rapidement comment vous essayez d'adapter les alternatives éducatives pour les jeunes et après on prendra quelques questions de la salle à l'intention des présentations. Est-ce que vous avez réussi à vous connecter? Parce qu'on sait que depuis le Niger, c'est pas facile. Oui, allez-y. Vous pouvez commencer à parler, si vous pouvez pas allumer votre caméra, c'est pas grave. Bonjour. Vous pouvez débloquer votre micro pour qu'on puisse vous entendre. Bonjour monsieur, bienvenue.
On ne vous entend toujours pas. Est-ce que vous pouvez juste allumer votre micro? D'accord. Je suis désolé on va réessayer juste après. Je vois que nous avons notre collègue du Maroc qui est pas du ministère, mais de la GIZ qui travaille pour nous. Sadia, est-ce que tu pourrais présenter rapidement ce qu'on est en train de faire avec le ministère marocain de l'Éducation nationale pour intégrer les migrants et parler rapidement du protocole d'intégration, parce que je pense que c'est vraiment aussi quelque chose qu'on voulait pouvoir présenter et montrer un peu comme un exemple de ce qui peut être fait quand il y a des politiques nationales qui s'emparent du sujet. Bonjour, je vois que peut-être Hassan est en train de parler, je pense. Je le laisse intervenir. Ah oui, bonjour monsieur, oui, bienvenue. c'est parfait. Voilà, c'est beaucoup mieux. Bienvenue. Bonjour monsieur, bonjour mesdames, chers collègues. Donc, merci pour votre invitation à ce webinaire. Et donc, je suis heureux de vous présenter un peu un aperçu de ce qu'on fait au Maroc sur cette thématique. Alors, donc, au Maroc, bien sûr, il y a des programmes de protection, de santé et d'éducation concernant les immigrés. Et donc, dans le volet éducation, il y a d'ailleurs une stratégie, il y a un département ministériel qui a une stratégie de la migration. Donc, il a une stratégie, et dans cette stratégie, il y a un volet, un axe. Le premier axe, un axe très important qui est de l'intégration éducative des enfants et des jeunes issus de la migration et de l'asile. Et donc, nous travaillons dans le cadre de cette stratégie au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Et depuis au moins 2013, il y a des bénéficiaires de l'école, formelle et non formelle, et en accompagnement des programmes éducatifs, il y a tout ce qui est cadrage réglementaire, outillage administratif et pédagogique. Et donc, les principaux intervenants dans cette intégration éducative des migrants, au niveau de l'école formelle, c'est les écoles primaires et les collèges. Et on a aussi, au niveau de l'école de la deuxième chance, donc le domaine du non formel, les principaux intervenants, ce sont les associations, les ONG, les associations de la société civile qui recrutent ces jeunes migrants et qui leur offrent des services éducatifs pour les préparer à l'intégration dans l'école formelle ou à les qualifier pour la formation professionnelle, etc. Depuis 2013, comme j'ai dit, on travaille un peu sur l'aspect réglementaire et outillage. Donc, il y a plusieurs notes ministérielles qui ont été émises par le ministère pour orienter, mais certaines aussi pour cadrer et pour prendre des décisions par rapport à des éléments spécifiques. Je vous donne des exemples. Dans l'accueil des migrants dans les établissements scolaires, on a essayé de donner toutes les chances aux immigrés pour être inscrits. Donc, par exemple, un sans-papier, on l'inscrit avec le minimum de garanties administratives. Par exemple, il suffit qu'un tuteur, qu'un parent atteste que cet enfant, ça s'appelle, il a un niveau scolaire, il s'appelle tel, il a quel âge,
Donc, il s'inscrit en attendant de régulariser sa situation ou de trouver des papiers justificatifs. Il y a aussi au niveau pédagogique l'adaptation des examens. Donc, par exemple, si un enfant est anglophone, on peut lui soumettre des épreuves avec la langue qu'il connaît. Il y a aussi la dispense de certaines disciplines. Par exemple, un jeune de confession chrétienne, il est dispensé des cours d'éducation islamique. Et on remplace les séances d'éducation islamique par des leçons de soutien dans la langue arabe ou français. Donc, ce sont là des exemples au niveau pédagogique. Il y a aussi beaucoup de mesures au niveau appui social. Donc, les immigrés bénéficient d'une initiative qu'on appelle 1 million de cartables. Donc, ce n'est pas seulement 1 million, mais des millions de cartables scolaires qui sont distribués aux élèves marocains, et les immigrés bénéficient aussi de cette offre. Il y a aussi les cantines, il y a les internats, etc. Donc, ce sont là des mesures qui essaient d'augmenter la chance d'intégration, d'aider les jeunes et les familles à l'intégration éducative des migrants. Depuis 2013, on a essayé un peu de diversifier les différentes mesures. Par exemple, on a fait une étude de cartographie au niveau des régions du Maroc pour un peu localiser où se trouvent ces migrants, pour essayer de voir les bonnes pratiques des associations et des établissements scolaires. Et un troisième volet, c'était d'analyser les stéréotypes, les perceptions positives ou négatives des migrants par rapport aux Marocains et vice-versa. Donc, c'était une étude qu'on a fait avec l'UNICEF et qui nous a dégagé un certain nombre d'éléments importants qui nous aident un peu à réguler nos actions. Nous avons aussi élaboré ce qu'on a appelé un guide d'intégration éducative des migrants dans lequel on a retracé la chaîne de valeur de l'intégration éducative des migrants, qui commence de l'accueil, de l'information jusqu'à l'intégration de l'école formelle, etc. Et on est toujours en train d'outiller ce guide, donc de trouver quels sont les outils qui peuvent opérationnaliser les dispositifs que présente ce guide. Nous avons aussi travaillé sur 3 volets, donc des guides d'accueil, d'information, des guides d'interculturalité. Donc, ce sont des activités pédagogiques qui favorisent l'interaction entre les élèves marocains, l'imprégnation des immigrants par la culture marocaine et aussi ce qui permet aux élèves marocains de connaître les cultures des immigrants des pays d'origine. Et nous avons aussi travaillé sur la transition, donc l'aspect pédagogique d'une langue à la langue d'enseignement au Maroc. Si vous voulez que je vous donne un aperçu des effectifs, donc des points de vue quantitatifs, j'ai là un tableau, donc 2018-19, il y avait à peu près 4000 bénéficiaires de l'enseignement formel et non formel. 19-20, 3500. 2020-21, 4000 et quelques. 21-22, 4700. Et cette année, il y avait 4500 donc bénéficiaires des écoles formelles et non formelles. Voilà donc un petit résumé de ce qu'on est en train de faire et d'un petit bilan quantitatif. Si vous avez donc des questions ou si vous voulez d'autres ajouts, je suis disponible. Merci. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a quelques questions dans la salle. On va peut-être en prendre que les 2 premières. Comme je vous l'avais dit, on est conscient qu'en 1h45 minutes, pour un sujet si vaste, vous sortiez frustré, comme nous-mêmes on l'est. Mais il y a une première question qui est de savoir si vous faites des tests de niveau pour savoir dans quelle classe vous mettez ces enfants et ces jeunes. Oui, merci. Donc, en fait, cette question de positionnement pédagogique ou cognitif des enfants qu'on accueille, il y a d'abord, on se base sur l'historique, donc sur l'historique scolaire des jeunes. Donc, il peut dire que moi, j'arrive du Mali et j'ai étudié pendant 4 ans, etc. Et il y a des comités au niveau de chaque école ou au niveau de chaque délégation provinciale qui
constitué d'inspecteurs, d'enseignants qui passent de petits tests de langue, de mathématiques pour essayer de voir un peu les compétences acquises, les besoins, etc. Et on a travaillé dans l'étude que je viens de vous dire, la dernière étude, on a essayé aussi de développer des outils de positionnement un peu systématiques, mais ne sont pas encore finalisés. Donc, sur cette question, voilà. Donc, maintenant, on laisse l'initiative aux équipes pédagogiques pour un peu une évaluation diagnostique. Et bien sûr, ce sont des spécialistes pédagogiques, ils peuvent s'en sortir. Merci beaucoup. Et une dernière question, sachant qu'on aura sûrement l'occasion dans les mois qui viennent de, peut-être si vous êtes d'accord et s'il y a un intérêt d'aller plus loin sur l'expérience marocaine. Donc, comment est-ce que vous faites le suivi de l'interaction entre les enfants migrants intégrés et les enfants marocains? Et après, on arrivera à la conclusion du séminaire. Donc, comment est-ce que vous faites le suivi de l'intégration? Oui. Donc, bien sûr, ça relève du travail quotidien des établissements scolaires et des associations dans le domaine non formel. Donc, bien sûr, les équipes pédagogiques, les enseignants, les éducateurs d'éducation non formelle sont très vigilants par rapport à cette interaction. Donc, surtout s'il y a des problèmes entre enfants, mais généralement, je vous assure qu'il y a au niveau social une intégration quasi parfaite. Donc, les enfants immigrés, ils s'intègrent dans les écoles, ils trouvent facilement des amis marocains avec lesquels ils interagissent très facilement. Ils apprennent le darija, ils participent aux activités sportives, parascolaires. Donc, il n'y a pas vraiment, par exemple, au niveau central, nous ne recevons pas vraiment de cas de violence ou de cas de rejet de la part des enfants marocains vis-à-vis des Africains. Donc, il y a une intégration vraiment très fluide où il n'y a pas vraiment de cas ou de tendance qu'il y a de la violence ou de la xénophobie ou du racisme. Il n'y a pas ça vraiment. Merci beaucoup. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir aller plus loin, mais justement, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'était la première fois qu'on se rencontrait. On espère avoir la chance pour continuer à discuter avec vous. J'ai vu aussi qu'il y a des discussions dans le chat entre vous sur l'expérience tunisienne. Donc, on espère vraiment donner l'opportunité aux membres, aux collègues qui sont présents aujourd'hui, donc de continuer à échanger, pas forcément avec nous, mais nous, on essaie de mettre en place un endroit où vous pourrez échanger. Donc, très rapidement, de manière à ce qu'on puisse tenir à peu près les délais, ce qu'on devra déjà avoir terminé. Pour conclure, je voudrais juste vous expliquer un peu ce qu'on propose pour la suite. Et on mettra à la fin, il y aura un lien dans le chat. Donc, si vous êtes intéressé, nous serons ravis de pouvoir vous proposer de nouveaux webinaires ou de nouveaux échanges dans les semaines et mois qui viennent en fonction de l'intérêt que vous pourrez exprimer. Dans tous les cas, pour tous ceux qui ont eu l'intérêt de s'inscrire aujourd'hui, on vous enverra un lien dans quelques temps quand on aura mis au propre toutes les informations qu'on a eues dans le chat, dans le Miro, et on partagera les ressources qu'on a partagées aujourd'hui, donc notamment le PowerPoint, la vidéo. Les prochaines étapes, ça sera donc au point de vue éducation. On va voir en fonction de ce qui se passe dans les pays, comme je vous l'ai dit, par rapport à mieux connaître les enfants et jeunes migrants en mobilité, on va partager les études qui sont disponibles. On sera dans certains pays, on va commencer par le Mali, on a pris la décision en interne et maintenant on va essayer d'aller voir un peu les collègues du secteur éducation, qu'est-ce qui serait intéressant pour eux de voir et de travailler donc avec MC, MAEJT, où on a vu que l'OIM était intéressé aussi, à voir comment ensemble on pourrait faire une enquête qui permettrait de mieux connaître ces jeunes et leurs besoins au niveau de ce pays. Et puis, si vous êtes dans un pays où ça vous intéresse de travailler avec nous, mettez-le dans
dans l'enquête pour connaître vos idées et on prendra contact avec vous. On va aussi essayer, on aura une plateforme en ligne qui s'appelle Grasp dans laquelle on va partager les ressources et sur laquelle ceux qui seront intéressés progressivement pourront devenir membres pour eux-mêmes partager leurs ressources et échanger avec les autres professionnels. Pour tout ce qui est design d'analyse des barrières et de voir quelles réponses sont là aussi. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a créé un outil qui permet de faire un peu le diagnostic et de voir aux différentes étapes du parcours qu'est-ce qui peut empêcher un jeune d'aller à l'école ou pas. Notamment, ça ressemble, ça s'est pas mal inspiré du guide au Maroc pour l'intégration des jeunes et on va le partager aussi avec vous et on essaiera d'avoir en ligne un endroit où, par exemple, pour les cours de langue, qu'on puisse partager des contacts et des ressources et progressivement d'avoir une espèce de bibliothèque qui pourra être enrichie essentiellement par ceux qui seront intéressés à partager leurs ressources et à continuer à travailler ensemble. Donc, si vous êtes intéressés à aller plus loin et à continuer à rester en contact avec nous à l'avenir, donc je vous invite à mettre vos besoins et vos propositions dans l'enquête qui va venir. Donc malheureusement, on n'a pas eu assez de temps et je suis vraiment désolé aussi qu'on n'ait pas pu entendre l'expérience du Niger qui est vraiment extrêmement intéressante et très innovante. Donc on espère que la prochaine fois, on arrivera à partager aussi là-dessus. Et donc, juste pour vous dire aussi, en dehors du volet éducation, notre projet travaille dans la protection. Et donc, il y aura très prochainement, je pense que c'est dans un mois ou deux, un webinaire sur comment le projet soutient les dispositifs de protection en Guinée pour intégrer ces jeunes en mobilité. Et on a aussi fait récemment une enquête avec le MEJT. On est très heureux, c'est Wilfried qui a coordonné tout ça, pour voir dans quelle mesure les jeunes en mobilité sont capables et intéressés à utiliser des outils en ligne. Savoir s'ils veulent suivre des formations professionnelles en ligne, s'ils peuvent utiliser en ligne des outils de géolocalisation, etc. Et là, on a vraiment utilisé la méthode d'enquête que Wilfried a décrite au début, c'est-à-dire que ce sont des jeunes eux-mêmes qui sont allés voir les autres jeunes pour leur demander leur avis. Et on sera vraiment très heureux aussi de partager ces informations avec vous parce que ça, au-delà de l'éducation, c'est vraiment très intéressant de voir jusqu'où on peut aller dans la digitalisation pour rendre un service qui soit vraiment utile à ces jeunes. Donc voilà, je suis vraiment désolé, on a dépassé de presque une dizaine de minutes. Mais en tout cas, je vous remercie vraiment énormément de votre participation, de votre patience. Et encore une fois, si vous êtes intéressé à continuer à poursuivre ce chemin avec nous, prenez le temps de laisser quelques mots en suivant le lien qui est dans le chat. Je laisse la parole peut-être juste à mes collègues ou aux présentateurs si vous avez un dernier mot à dire pour saluer nos collègues qui s'en vont. Je vois que Wilfried et Régis sont encore avec caméra ouverte. Wilfried. Oui, mon dernier mot, c'est de dire que voilà, il y a beaucoup d'acteurs. J'ai vu qu'on a partagé beaucoup de choses. Nous, on connaît où sont les enfants, où sont les jeunes. Ils nous font confiance parce que c'est eux entre jeunes. Ils attendent beaucoup des initiatives, mais ils n'ont pas la bonne information. Ils ne connaissent pas ce qui est vrai, ils ne connaissent pas ce qui est faux. Nous, plus ou moins, ici, on fait le tri de ce qui est sûr. Donc, voilà, de se rapprocher plus d'eux et de créer le dialogue surtout, c'est le souhait qu'ils attendent d'être avec des gens qui maîtrisent la question pour les aider à faire les bons choix. Merci. Merci Wilfried. Non, merci à toutes et à tous. Effectivement, c'était un moment très riche et puis au plaisir. On a hâte de continuer cette réflexion commune avec vous. Merci beaucoup. Belle fin de journée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Ça va être là. Merci. Merci. Bonne journée à et chacun merci de vous. beaucoup aux différents présentateurs et présentatrices. La prochaine. Bien, merci et à plus. Merci.